C'était un samedi après-midi tranquille à Paris. Le soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées du restaurant, le Grand Siècle, l'un des établissements les plus élégants de la ville. À l'intérieur, l'atmosphère était typique des lieux où le luxe se respirait à chaque coin de rue. Des tables aux nappes blanches immaculées, des verres en cristal qui scintillaient sous les lumières tamisées et le parfum délicat de plats raffinés emplissait l'air. À la table centrale était assis Antoine Fournier, 38 ans, cheveux noirs parfaitement coiffés en arrière, un costume bleu marine qui coûtait plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un mois. Sa montre en or brillait à chaque mouvement de son poignet. Il était entouré de 3 amis, tous vêtus de la même manière, tous avec le même sourire de ceux qui sont habitués à tout avoir. Ils riaient de quelque chose. Leur voix emplissait cette zone du restaurant. Antoine racontait une affaire qu'il venait de conclure, comment il avait convaincu un client de signer un contrat très avantageux. Ses amis l'écoutaient admiratifs, levant leur verre de vin en son honneur. C'est à ce moment-là que la porte du restaurant s'ouvrit, une petite fille entra. Elle avait environ 11 ans. Ses cheveux bruns étaient tressés en 2 nattes simples et elle portait un manteau marron qui, bien que propre, montrait des signes d'usure. Dans sa main, elle tenait un panier en osier rempli de chocolat enveloppé dans du papier coloré. Ses yeux sombres observaient timidement l'environnement luxueux, comme si elle se demandait si c'était le bon endroit pour elle. Camille, c'était son nom, avait appris depuis longtemps que les restaurants élégants n'étaient pas toujours accueillants pour ceux qui vendaient des douceurs dans la rue, mais aujourd'hui, elle avait besoin de vendre. Sa grand-mère l'attendait à la maison et le médicament dont elle avait besoin coûtait plus que ce qu'elles avaient mis de côté. D'un pas incertain, elle s'approcha des premières tables. « Bonsoir, monsieur. »« Des chocolats faits maison ?» demanda-t-elle d'une voix douce à un homme âgé. L'homme sourit et en acheta 3, lui laissant même un pourboire généreux. Encouragée, Camille continua. Elle s'approcha d'un jeune couple, puis d'un groupe de femmes élégantes. Certains achetaient, d'autres refusaient poliment. Elle les remerciait toujours avec un sourire sincère. Puis elle arriva à la table d'Antoine Fournier. « Bonsoir, messieurs. »« Voulez-vous des chocolats ?» demanda Camille en soulevant le panier des 2 mains. Antoine la regarda de haut en bas, puis éclata de rire. Un rire fort qui fit tourner plusieurs têtes dans le restaurant. « Regardez, regardez, dit-il à ses amis en désignant Camille. Ils essaient même ici maintenant dans des restaurants où un plat coûte 50 €. Ses amis rirent avec lui, bien qu'avec un peu moins d'enthousiasme. Camille baissa les yeux, sentant la chaleur monter à ses joues, mais elle ne bougea pas. Elle avait appris que la dignité signifiait ne pas fuir face aux humiliations. « Combien coûtent ces chefs-d'œuvre culinaires ?» demanda Antoine d'un ton sarcastique. « 3 € l'un, monsieur, répondit Camille d'une voix calme. « 3 € !» Antoine se frappa la poitrine de manière théâtrale. « Quelle affaire ! Écoute, petite, je dépense 200 € pour ce déjeuner ici. Penses-tu vraiment que tes chocolats à 3 € m'intéressent ?» L'un de ses amis, visiblement mal à l'aise, murmura « Antoine, ça suffit !» Mais Antoine était lancé, il avait bu 2 verres de vin et se sentait particulièrement spirituel ce jour-là. « Attendez, attendez !» dit-il en levant la main. J'ai une meilleure idée, tu sais quoi, je te fais une proposition qui va changer ta vie. Il se pencha en avant, les yeux brillants de malice. Si tu réussis à me vendre ces chocolats en allemand, un allemand parfait, hein, je te donne 200 000 €. Tu as bien compris ? 200 000 €. Ses amis éclatèrent de rire. L'idée semblait absurde. Une petite fille pauvre vendant des chocolats dans la rue. Parler allemand, impossible. « Allez Antoine, arrête !» dit l'un des amis. Mais il riait aussi. Antoine croisa les bras, savourant l'instant. « Je suis sérieux. 200 000 € ici et maintenant. Si tu me vends ces chocolats en allemand. Qu'en dis-tu, petite ? Trop difficile pour toi ? » Le restaurant était tombé dans un silence étrange. D'autres clients regardaient la scène, certains avec désapprobation, d'autres avec curiosité. Camille resta immobile, le panier toujours entre ses mains, ses yeux, qui jusqu'à présent avaient été baissés, se levèrent lentement. Elle regarda Antoine Fournier droit dans les yeux et à ce moment-là, quelque chose changea dans son regard. C'était plus la petite fille timide qui était entrée dans le restaurant. Il y avait quelque chose d'ancien dans ses yeux, quelque chose qui parlait de douleur vécue, de force cachée. « 200 000 € ?» demanda-t-elle d'une voix claire. « 200 000 €, confirma Antoine en riant toujours, mais ça doit être un allemand parfait, hein, pas quelques mots appris à l'école. Camille hocha lentement la tête, puis ouvrit la bouche, et ce qui sortit laissa tout le monde stupéfait. Les mots sortirent de la bouche de Camille comme un fleuve s'écoulant naturellement, un allemand parfait, fluide, sans aucune hésitation. « Guten Abend, mein Herr ».
Darf ich Ihnen unsere handgemachten Pralinen anbieten? Sie sind mit feinster Schokolade hergestellt, jede einzelne mit Liebe und Sorgfalt zubereitet. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Il semblait que même l'air dans le restaurant s'était arrêté. Les serveurs cessèrent de bouger. Les conversations aux autres tables s'interrompirent. Tous les regards étaient fixés sur cette petite fille au manteau marron et au panier de chocolat. Antoine Fournier avait la bouche légèrement ouverte. Le sourire moqueur avait disparu de son visage, remplacé par une expression d'incrédulité totale. Ses amis le regardaient, puis regardaient Camille, puis lui à nouveau. Mais Camille n'avait pas fini, elle continua toujours dans un allemand parfait, avec une prononciation qui ferait l'envie de n'importe quel locuteur natif. Diese Pralinen sind kleine Köstlichkeiten, sie sind kleine Momente der Freude, jede kostet nur 3 Euro, aber der Geschmack und die Qualität sind unbezahlbar. Möchten Sie vielleicht eine Schachtel kaufen? L'un des amis d'Antoine, celui qui semblait le plus mal à l'aise, murmura « Mais elle parle vraiment allemand ». Un autre ajouta presque à voix basse « Eh bien, dirais-je », Antoine se passa une main sur le visage, comme s'il essayait de se réveiller d'un rêve. Son visage était devenu pâle. Il regarda ses amis, puis à nouveau Camille. La situation lui avait complètement échappé. Je plaisantais, bégayate, et il en essayant de retrouver son calme. C'était juste une blague, tu sais, quelque chose dit comme ça pour rire, mais sa voix n'avait plus cette assurance d'avant. Elle semblait celle d'un homme qui venait de comprendre qu'il avait fait une erreur énorme. Camille posa délicatement le panier sur la table. Ses mouvements étaient calmes, mesurés. Il n'y avait pas de colère dans son regard, ni de triomphe. Seulement une tranquillité qui semblait encore plus puissante que n'importe quel mot. « Vous avez fait une promesse, monsieur, dit-elle en français, d'une voix claire et ferme. 200 000 € si je vous vendais les chocolats en allemand parfait. » J'ai fait exactement ce que vous avez demandé. Un murmure se répandit parmi les tables environnantes. Les gens qui avaient tout entendu commençaient à commenter entre eux. Une dame élégante, assise à 2 tables de distance, secoua la tête avec désapprobation en regardant Antoine. « Écoute, petite, dit Antoine en essayant de baisser la voix. Tu ne comprends pas, c'était une blague. Les gens ne se promènent pas en promettant 200 000 € sérieusement. 200 000 €. Tu comprends combien c'est ? Je comprends parfaitement combien c'est, monsieur, répondit Camille. Et je comprends aussi la valeur d'une promesse. Les amis d'Antoine échangèrent des regards gênés. L'un d'eux s'éclaircit la gorge. Antoine peut être que tu devrais. Je devrais quoi ? S'exclama Antoine en se tournant vers lui. Lui donner vraiment 200 000 €? Mais vous êtes fou. Un client âgé, assis à la table voisine, se leva. C'était un homme distingué, aux cheveux gris et au costume élégant. Il s'approcha de la table d'Antoine d'un pas décidé. « Excusez-moi de m'immiscer, dit-il d'une voix calme et autoritaire. Mais j'ai clairement entendu votre promesse, monsieur Fournier, et cette petite fille a fait exactement ce que vous avez demandé. Son allemand est impeccable. » Antoine le regarda, les yeux écarquillés. « Vous n'avez rien à voir avec cette histoire. »« J'ai juste des oreilles qui fonctionnent, répondit l'homme. Et aussi un minimum de sens de la justice. » D'autres clients commencèrent à hocher la tête. La situation devenait de plus en plus embarrassante pour Antoine. Il se sentait observé, jugé. Lui, qui avait toujours été en position de pouvoir, se retrouvait maintenant acculé par une petite fille de 11 ans. « C'est ridicule, » dit Antoine en se levant brusquement de sa chaise. Il sortit son portefeuille de la poche de sa veste et en tira un billet de 20 €. Il le jeta sur la table d'un geste méprisant. « Prends ça et va-t'en, » dit-il d'une voix dure. « Considère-toi chanceuse. » Camille regarda le billet, puis regarda Antoine, et à ce moment-là, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle ne prit pas l'argent. « Ce ne sont pas des aumônes que je veux, monsieur, dit-elle d'une voix tranquille mais ferme. Vous avez fait une promesse. Les promesses se tiennent. Ma mère me l'a toujours enseigné. » Il y eut quelque chose dans la façon dont elle prononça ces derniers mots. « Ma mère me l'a toujours enseigné. » Qui fit retomber un autre silence dans le restaurant, un silence différent, plus lourd. Antoine la fixa pendant un long moment, puis sans dire un mot, ramassa le billet sur la table et le remit dans son portefeuille. « Dehors, dit-il simplement, sors de ce restaurant. » Camille prit son panier, la tête haute et le pas assuré, se tourna et commença à marcher vers la sortie. Mais avant de sortir, elle s'arrêta sur le seuil, se tourna une dernière fois vers Antoine Fournier et « La dignité n'a pas de prix, monsieur, c'est une autre chose que ma mère m'a apprise. » Et elle sortit, laissant derrière elle un restaurant rempli de gens qui se demandaient qui était vraiment cette petite fille extraordinaire. Camille marchait dans les rues de Paris, le panier à la main. Le soleil de l'après-midi commençait à descendre, teignant le ciel de nuances orangées, mais elle ne remarquait pas la beauté du coucher de soleil. Dans sa tête continuaient de résonner les rires de ces hommes, le regard méprisant d'Antoine Fournier. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un la traitait ainsi.
Quand on vend des chocolats dans la rue, on apprend vite que tout le monde n'a pas de gentillesse à offrir. Certains ignorent, d'autres refusent poliment. Et puis, il y a ceux comme Antoine, ceux qui ressentent le besoin de vous humilier pour se sentir plus grand. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle avait réussi à se défendre. Les mots en allemand étaient sortis naturellement, comme si sa mère était là, à côté d'elle, la guidant. Elle pouvait presque entendre sa voix. Camille, ma chérie, ne laisse jamais personne te faire sentir petite. Tu as autant de valeur que n'importe qui d'autre. Camille sourit tristement à ce souvenir. Pendant ce temps, au restaurant Le Grand Siècle, l'atmosphère avait complètement changé. Antoine s'était rassis, mais le joyeux déjeuner d'avant était terminé. Ses amis le regardaient avec des expressions qui oscillaient entre l'embarras et l'agacement. Est-ce que tout cela était nécessaire ? Demanda l'un d'eux. Charles, un homme d'une quarantaine d'années avec des lunettes élégantes. Quoi ? Répondit Antoine en se servant un autre verre de vin. J'ai juste fait une blague. Une blague, intervint un autre, Robert. Tu lui as promis 200 000 € devant tout le restaurant et elle a fait exactement ce que tu as demandé. Mais allez, je ne pensais pas vraiment que. Antoine s'interrompit en se passant une main dans les cheveux. Enfin, c'était impossible. Qui aurait cru qu'une petite fille qui vend des chocolats saurait l'allemand ? Pourtant, elle le savait, dit Charles d'un ton sérieux, et très bien, d'après ce que j'ai entendu. Le troisième ami, Marc, qui était resté silencieux jusque-là, secoua la tête. Antoine, parfois tu exagères. Cette petite fille avait de la dignité, plus que ce que nous avons vu ici aujourd'hui. Antoine frappa son verre sur la table, faisant teinter les assiettes. Alors maintenant, c'est moi le méchant pour une blague ? Quand une blague humilie quelqu'un, elle cesse d'être drôle, répondit Charles. Un silence gêné s'installa à table. Antoine regarda ses amis, puis détourna le regard. Au fond de lui, quelque chose le dérangeait. Il n'était pas habitué à se sentir coupable. Il était Antoine Fournier, l'homme qui construisait des affaires millionnaires, qui prenait des décisions difficiles tous les jours. Pourquoi une petite fille avec un panier de chocolat devait-elle le mettre autant mal à l'aise ? La façon dont elle a parlé de sa mère, dit Robert, presque à lui-même. Il y avait quelque chose de triste dans ces mots. Antoine se leva brusquement. « J'ai besoin de prendre l'air ». Il sortit du restaurant, laissant ses amis se regarder perplexes. Dehors, le vent frais du soir le frappa au visage. Il s'appuya contre le mur de l'établissement, fermant les yeux un instant. « Monsieur Fournier ?» Antoine ouvrit les yeux en sursaut. Devant lui se trouvait le gérant du restaurant, Monsieur Dubois, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et au visage aimable qui portait les rides de celui qui a beaucoup vécu. Monsieur Dubois, dit Antoine en essayant de se ressaisir, tout va bien. Je voulais juste vous demander si tout allait bien, monsieur. Vous êtes un client habituel et nous tenons à votre confort. Tout va bien, merci. Monsieur Dubois hésita un instant, puis dit « J'ai vu la scène avec la petite fille. Camille est une brave fille, vous savez. Elle vient ici tous les samedis, ne dérange jamais personne, est toujours polie, vend ses chocolats et repart. » Antoine le regarda attentivement. Vous la connaissez ? Assez pour savoir que cette petite a traversé des moments difficiles, mais elle ne se plaint jamais. Elle a une force rare pour son âge. Que voulez-vous dire par moments difficiles ? Monsieur Dubois le regarda dans les yeux. C'est pas à moi de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, monsieur Fournier, mais je peux vous dire ceci. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, et tous ceux qui semblent pauvres ne le sont pas en esprit. Parfois, les personnes les plus riches sont celles qui ont le moins. Cela dit, le gérant fit un petit salut et rentra dans le restaurant. Antoine resta là, seul, dans la rue qui se vidait. Les mots de Monsieur Dubois résonnaient dans son esprit et pour la première fois ce jour-là, il se demanda qui était vraiment cette petite fille et pourquoi ces mots continuaient de le tourmenter. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident au restaurant, 3 jours pendant lesquels Antoine Fournier avait essayé d'oublier cette petite fille et son regard ferme, mais il n'y parvenait pas. Pendant les réunions de travail, il était distrait. Alors qu'il signait des contrats importants, son esprit vagabondait et la nuit, avant de s'endormir, il voyait ses yeux sombres qui le regardaient avec une dignité qu'il n'avait pas su respecter. « Que m'arrive-t-il » se demandait-il en fixant le plafond de sa grande chambre dans son appartement du centre de Paris. C'était ridicule. Lui, Antoine Fournier, qui gérait une entreprise d'import-export avec un chiffre d'affaires de millions d'euros par an, qui avait des employés, des responsabilités, du pouvoir, ne pouvait pas se permettre de perdre le sommeil à cause d'une petite fille qui vendait des chocolats. Pourtant, les mots de Monsieur Dubois, le gérant du restaurant, continuaient de le tourmenter. Tout ce qui brille n'est pas de l'or et tous ceux qui semblent pauvres ne le sont pas en esprit. Le jeudi matin, en buvant son café dans son bureau élégant, avec vue panoramique sur la ville, il prit une décision. Il devait savoir qui était cette petite fille. Non par remords, se dit-il, mais par simple curiosité, juste pour clore ce chapitre agaçant et reprendre sa vie normale. Il appela son assistant, Lucas, un jeune homme efficace de 28 ans. Lucas
j'ai besoin que tu fasses une recherche pour moi. Bien sûr, monsieur Fournier. Sur quoi? Antoine hésita un instant. Comment expliquer sans paraître absurde? Il y a une petite fille, elle s'appelle Camille. Elle vend des chocolats au restaurant Le Grand Siècle le samedi. Je voudrais en savoir un peu plus sur elle. Où vit-elle? Avec qui? La situation familiale. Lucas le regarda surpris mais ne posa pas de questions. Il était habitué aux requêtes étranges de son patron. Très bien, monsieur, cela prendra quelques jours. Fais vite. 2 jours plus tard, le samedi matin, Lucas entra dans le bureau d'Antoine avec une pochette. J'ai les informations que vous avez demandées, monsieur Fournier. Antoine prit la pochette en essayant de paraître indifférent. Raconte-moi. La petite fille s'appelle Camille Hoffman, elle a 11 ans. Elle vit avec sa grand-mère, Hélène Moreau, dans un petit appartement d'un quartier populaire de Paris. La grand-mère a des problèmes de santé, du diabète et de l'hypertension artérielle. Camille vend les chocolats pour aider à payer les frais médicaux et les factures. Antoine hocha la tête en feuilletant les documents. Les parents, le père est inconnu, la mère. Lucas fit une pause. La mère est décédée il y a 2 ans. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Antoine. Comment? Maladie. Il semble qu'elle était en Allemagne quand elle est tombée malade. Elle est revenue en France seulement dans les derniers mois de sa vie pour être près de sa mère, la grand-mère de Camille. Allemagne, répéta Antoine pensif. C'est pour ça que la petite parle allemand. Exactement. Camille est née en Allemagne et y a vécu jusqu'à il y a 2 ans. L'allemand est pratiquement sa langue maternelle. Antoine ferma la pochette et la posa sur le bureau. Il regarda par la fenêtre, observant Paris qui s'étendait sous lui, une ville pleine d'histoires, de vies qui se croisaient sans jamais vraiment se toucher. « Il y a autre chose, monsieur ?» dit Lucas d'un ton hésitant. « Quoi ?» Le nom de famille de la mère était Hoffman. Elle s'appelait Clara Hoffman. Antoine se tourna brusquement. « Clara Hoffman ?» Oui, monsieur. Cela vous dit quelque chose? Antoine sentit le sang se retirer de son visage. Clara Hoffman. Ce nom lui était familier. Mais d'où? Monsieur Fournier, vous allez bien? Vous êtes pâle. Je vais bien, répondit Antoine brusquement. Laisse-moi seul, s'il te plaît. Lucas hocha la tête et sortit du bureau en fermant la porte derrière lui. Antoine se laissa tomber sur le fauteuil en cuir. Clara Hoffman, où avait-il déjà entendu ce nom? Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un vieil agenda, celui qu'il utilisait des années auparavant lorsque son entreprise était encore en croissance. Il commença à feuilleter les pages, cherchant parmi les notes et les noms d'employés, puis il le vit. Clara Hoffman écrit au stylo il y a 8 ans. À côté, une note, entretien, bureau, comptabilité. Le cœur d'Antoine commença à battre plus fort. Clara Hoffman avait travaillé pour lui, c'était possible. Il continua à feuilleter, cherchant d'autres références et en trouva une 6 mois après l'entretien. Une autre note écrite de sa main, Hoffman licencié, absentéisme excessif. Antoine laissa tomber l'agenda sur le bureau. Clara Hoffman avait travaillé pour lui et il l'avait licenciée. La mère de Camille avait été l'une de ses employées. La pièce semblait tourner autour de lui. Toutes ces coïncidences ne pouvaient pas être de simples coïncidences. Camille était entrée dans le restaurant où il allait souvent. Elle lui avait parlé en allemand. Elle avait mentionné sa mère avec ce ton particulier. « Non », murmura Antoine pour lui-même. C'est impossible, c'est juste le hasard. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. Antoine passa tout le week-end enfermé dans son bureau à la maison. Il ne sortit pas, ne répondit pas aux appels de ses amis. Il avait besoin de se souvenir. Il devait se souvenir de qui avait été Clara Hoffman. Il ouvrit son vieil ordinateur portable, celui qu'il utilisait il y a 8 ans. Les fichiers étaient toujours là, archivés et oubliés. Il chercha dans le dossier du personnel, faisant défiler les noms et les documents jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Clara Hoffman, curriculum vitae. Il cliqua sur le fichier et lorsque la photo apparut à l'écran, son cœur s'arrêta. C'était elle. La ressemblance avec Camille était incroyable. Les mêmes yeux sombres et intenses, les mêmes traits délicats. Clara avait les cheveux plus longs, mais ce visage était le même que celui qu'il avait vu au restaurant 3 jours plus tôt. Antoine lut le curriculum attentivement. Clara était née en France, mais avait déménagé en Allemagne jeune. Elle avait étudié la comptabilité. Elle était revenue en France il y a 8 ans, cherchant un nouveau départ. Motif du retour en France, avait-elle écrit dans le curriculum. Raison personnelle. Antoine continua à chercher dans les fichiers, il trouva les évaluations de son travail. Les premiers mois avaient été excellents. Clara était précise, ponctuelle, efficace. Puis quelque chose avait changé. Il trouva un email qu'il avait lui-même écrit au directeur des ressources humaines. « Madame Hoffman s'absente trop souvent. Ce n'est pas acceptable, nous devons prendre des mesures. » Et puis la lettre de licenciement signée par lui.
Suite aux épisodes répétés d'absentéisme non justifié, nous sommes contraints de mettre fin au contrat de travail. Antoine ferma les yeux, il se souvenait vaguement de cette situation. À cette époque, son entreprise se développait rapidement, il était obsédé par l'efficacité, par les résultats. Il n'avait pas le temps de comprendre les problèmes personnels des employés. Il ouvrit un autre fichier, un email que Clara avait envoyé au service des ressources humaines 2 semaines avant le licenciement. « Chers messieurs, je vous écris pour expliquer mes récentes absences. Je suis enceinte et les premières semaines de grossesse ont été difficiles. Le médecin m'a prescrit du repos. 6 juin, certificat médical. Je demande de la compréhension pour ce moment délicat. Cordialement, Clara Hoffman. » Antoine sentit un poids énorme sur sa poitrine. Elle était enceinte, elle attendait Camille et il l'avait licenciée. Il continua à lire. Il y avait une réponse du service des ressources humaines. Le certificat médical a été reçu. Cependant, la direction de l'entreprise a décidé de procéder à la rupture du contrat. Les réglementations ont été respectées, cordialement. Les réglementations ont été respectées, répéta Antoine à haute voix. Techniquement, légalement, tout avait été fait selon les règles, mais humainement, il se leva de sa chaise et commença à marcher de long en large dans la pièce. Les pièces du puzzle s'assemblaient et l'image qui émergeait ne lui plaisait pas du tout. Clara s'était retrouvée sans travail, enceinte, seule. Elle était retournée en Allemagne, probablement là où elle avait de la famille ou des amis qui pouvaient l'aider. Là-bas, elle avait élevé Camille et puis, des années plus tard, elle était tombée malade. Elle était revenue en France pour mourir près de sa mère et maintenant Camille, orpheline, vivait avec une grand-mère malade, vendant des chocolats pour survivre. Antoine s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. « Qu'ai-je fait ?» murmura-t-il dans le silence de la pièce. C'était pas lui qui avait rendu Clara malade. Il n'était pas responsable de sa mort, mais c'était lui qui lui avait retiré son travail au moment le plus vulnérable de sa vie. C'était lui qui l'avait forcé à retourner en Allemagne, loin de sa famille, pour essayer de survivre avec un petit enfant. Et 3 jours auparavant, sans le savoir, il avait humilié la fille de cette femme, cette petite fille qui avait déjà tant souffert. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Lucas, son assistant. « Monsieur Fournier, excusez-moi de vous déranger le week-end. Je voulais juste vous informer que j'ai trouvé l'adresse exacte où vit la petite fille. Je vous l'envoie par message ?» Antoine hésita un instant, puis répondit « Oui, envoie-la-moi ». Quand il raccrocha, il savait ce qu'il devait faire. Non pour se libérer de la culpabilité, elle resterait, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Il devait revoir Camille. Il devait. Il devait quoi? S'excuser, expliquer, offrir de l'aide. Il ne le savait pas encore, mais il savait qu'il ne pouvait plus ignorer cette situation. Le lundi matin, Antoine n'alla pas au bureau. Il dit à Lucas qu'il ne se sentait pas bien, ce qui n'était pas tout à fait faux. Il n'avait pas dormi, il n'avait pas mangé. Il n'avait fait que penser à Clara, à Camille, à toutes les décisions qu'il avait prises 8 ans auparavant. Vers midi, il prit sa voiture et se dirigea vers le quartier où vivait Camille. C'était un quartier tranquille de Paris, avec des bâtiments pas trop neufs mais décents. Des rues bordées d'arbres, de petits commerces de quartier, des gens marchant sans hâte. Il trouva l'adresse, un immeuble de 4 étages avec la façade ocre et les volets verts. Rien de luxueux, mais pas en mauvais état non plus. Antoine se gara de l'autre côté de la rue et resta assis dans la voiture, observant ce qu'il faisait, pourquoi il était là. 20 minutes passèrent, puis la porte de l'immeuble s'ouvrit et Camille sortit. Elle portait le même manteau marron, les mêmes jeans. Le panier de chocolat pendait à son bras, mais cette fois, elle n'était pas seule. À côté d'elle marchait une femme âgée d'environ 70 ans, aux cheveux gris attachés en chignon. Elle marchait lentement en s'appuyant sur une canne. Ce devait être la grand-mère. Antoine les observa marcher le long du trottoir. Camille tenait le bras de sa grand-mère, la guidant avec attention. Elles parlaient entre elles et même à cette distance, Antoine pouvait voir l'affection dans leurs gestes. Puis Camille aida sa grand-mère à s'asseoir sur un banc près d'un petit parc. Elle lui installa une couverture sur les jambes, malgré la journée clémente, l'embrassa sur la joue et s'éloigna probablement pour aller vendre ses chocolats. Antoine sortit de sa voiture, son cœur battait fort, il ne savait pas quoi dire, comment se comporter, mais ses pieds se déplacèrent automatiquement, suivant Camille. Il la rattrapa après quelques centaines de mètres alors qu'elle s'arrêtait devant un café. Camille, la petite fille, se retourna. Quand elle vit Antoine, ses yeux s'écarquillèrent un instant, puis se recomposèrent en une expression neutre. « Monsieur Fournier, dit-elle d'un ton prudent. » Antoine se sentit soudain ridicule. C'était un homme de 38 ans, riche, puissant dans son milieu. Pourtant, face à cette petite fille de 11 ans, il se sentait petit. « Je voulais te parler de quoi ?» demanda Camille en serrant la hanche du panier. « De ce qui s'est passé au restaurant. Je me suis mal comportée, très mal. » Camille le regarda sans rien dire.
Elle n'avait l'air ni surprise ni particulièrement intéressée. J'ai fait une promesse que je n'avais pas l'intention de tenir, continua Antoine. Je t'ai humilié devant tout le monde et je suis désolée. Pourquoi êtes-vous ici, monsieur Fournier demanda Camille d'une voix directe. Pour vous sentir mieux avec vous-même? La question ne le frappa comme une gifle. Non, je veux réparer. Réparer comment? Antoine sortit son portefeuille. Je veux te donner de l'argent, pas 200 000 euros, mais quelque chose pour t'aider. J'ai vu que tu vis avec ta grand-mère, qu'elle n'est pas bien. Et comment savez-vous ces choses? L'interrompit Camille avec un éclair de colère dans les yeux. Antoine se figea, il n'avait pas pensé à la façon dont cela sonnerait. J'ai fait des recherches, je voulais savoir qui tu étais. Vous avez espionné ma vie? Dit Camille d'une voix froide. Vous êtes venu dans mon quartier pour m'observer et maintenant vous pensez pouvoir acheter votre conscience avec quelques billets. C'est pas ça. Je veux juste... vous voulez juste quoi? Camille le regarda droit dans les yeux. Vous voulez vous sentir une meilleure personne? Vous voulez effacer ce que vous avez fait? Ça marche pas comme ça, monsieur. Antoine sentit un nœud dans la gorge. Ta mère, Clara Hoffmann, travaillait pour moi. Le visage de Camille se transforma. L'expression assurée vacilla un instant, remplacée par quelque chose de plus vulnérable. Surprise, confusion et puis compréhension. Vous, murmura-t-elle, vous êtes celui qui l'a licencié. C'était pas une question, c'était une affirmation. Antoine hocha lentement la tête. Oui, c'était moi et je suis désolée plus que tu ne peux l'imaginer. Camille recula d'un pas, comme si ses paroles étaient physiquement douloureuses. Partez, dit-elle d'une voix brisée. Partez et ne m'approchez plus. Camille, s'il te plaît, partez. La petite fille se tourna et s'enfuit, le panier oscillant à son bras. Antoine resta là, immobile, la regardant disparaître au coin de la rue. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Antoine Fournier se sentit complètement impuissant. Camille courut sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle atteigne le petit parc où elle avait laissé sa grand-mère. Son souffle lui brûlait les poumons, mais ce n'était pas à cause de la course. C'était à cause des émotions qu'elle essayait désespérément de retenir. La grand-mère Hélène était toujours assise sur le banc avec la couverture sur les jambes. Elle lisait un livre, ses lunettes posées sur le bout de son nez. Quand elle vit Camille arriver en courant, elle leva les yeux, inquiète. « Camille, que s'est-il passé, ma chérie ?» Camille s'assit à côté d'elle, posant le panier à terre. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Elle regardait ses mains, respirant profondément. « Grand-mère ?» dit-elle enfin d'une voix tremblante. « Je l'ai rencontré. »« Qui, ma chérie ?» L'homme qui a licencié maman. Hélène ferma le livre lentement. Son visage, marqué par les années et la souffrance, devint encore plus sérieux. « Tu es sûre ?» Il me l'a dit lui-même. C'est le même homme que celui du restaurant, celui qui m'a humiliée samedi dernier. La grand-mère prit la main de Camille entre les siennes. Le monde est parfois plus petit que nous le pensons. Il est venu ici dans notre quartier, il a fait des recherches sur nous et ensuite il a eu le courage de venir me dire qu'il est désolé. Camille secoua la tête comme si s'excuser pouvait changer quelque chose. Hélène regarda sa petite fille avec des yeux pleins de sagesse. La colère que tu ressens est juste, Camille. Ta mère a beaucoup souffert à cause de cet homme, mais la colère, si tu la gardes en toi trop longtemps, elle te consume. Je ne veux pas lui pardonner, grand-mère. Je ne te demande pas de lui pardonner. Je te dis juste de ne pas laisser ça te détruire. Ta mère n'aurait pas voulu te voir ainsi. Camille sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle avait appris à ne pas pleurer. Les larmes ne payaient pas les médicaments de la grand-mère, elle ne remplissait pas le réfrigérateur, elle ne changeait pas la réalité. Maman me parlait toujours de dignité, dit Camille doucement. Elle disait que c'est la seule chose que personne ne peut enlever, à moins que tu ne la donnes toi-même. Et tu ne l'as pas donnée à cet homme, dit la grand-mère avec fierté. Ni samedi au restaurant, ni aujourd'hui. Pendant ce temps, de l'autre côté du quartier, Antoine était revenu à sa voiture. Il s'assit au volant, mais n'alluma pas le moteur. Il resta là, les mains sur le volant, le regard perdu dans le vide. Il avait tout gâché, il avait essayé de faire la bonne chose, mais il avait fait qu'aggraver la situation. Camille le haïssait et elle avait toutes les raisons de le faire. Le téléphone sonna, c'était Charles, l'un des amis qui était avec lui au restaurant. « Antoine, où es-tu » Nous avions cette réunion à 14h. « Annule-la. » Quoi ? On ne peut pas l'annuler. Il y a des clients importants qui j'ai dit d'annuler, s'exclama Antoine. Puis il se calma. « Désolé Charles, je ne peux pas aujourd'hui. Dis que je suis malade. »« Antoine, tout va bien ? Tu n'es plus toi-même ces derniers jours ? » ?»« Non Charles, tout va pas bien. » Il raccrocha avant que son ami ne puisse répondre. Il regarda à nouveau vers l'immeuble où vivait Camille, cette façade ocre qui semblait si normale, si sereine de l'extérieur.
Mais à l'intérieur de ces murs, il y avait une histoire de souffrance, de perte, de lutte quotidienne. Et il en faisait partie, pas la bonne partie. Il pensa à Clara, essaya de se souvenir de son visage au-delà de la photo du curriculum. Elle avait été une personne réelle, avec des rêves, des peurs, des espoirs. Elle avait été enceinte effrayée, ayant besoin d'aide, et il l'avait licenciée sans même la regarder dans les yeux. « J'étais un monstre », murmura-t-il à lui-même. Mais la vérité était encore plus douloureuse. Peu être qu'il l'était encore. Car qu'est-ce qui avait vraiment changé ? Il avait toujours son entreprise, son argent, son pouvoir, et Camille avait toujours son panier de chocolat et une grand-mère malade à soigner. Les excuses ne changeaient rien, le remords ne payait pas les factures, la culpabilité ne guérissait pas les maladies. Antoine appuya son front sur le volant. Pour la première fois de sa vie adulte, il ne savait pas quoi faire. Tout son argent, toutes ses relations, tout son succès ne servaient à rien. Il ne pouvait pas acheter le pardon de Camille, il ne pouvait pas ramener Clara, il ne pouvait pas effacer le passé, mais peut-être, pensa-t-il, en allumant enfin le moteur. Peut-être qu'il pouvait faire quelque chose pour l'avenir, il ne savait pas encore quoi. Mais il devait y avoir un moyen, il devait y en avoir un. Cette nuit-là, Antoine ne put pas rentrer chez lui. Il roula sans but dans Paris, les pensées se bousculant dans son esprit. Finalement, il s'arrêta devant son bureau. Le bâtiment était vide, tout le monde était parti depuis des heures. Il monta à son étage et alluma la lampe de bureau. Il ouvrit à nouveau le vieil ordinateur portable et chercha d'autres fichiers sur Clara Hoffmann. Il devait tout comprendre, il devait savoir ce qui s'était passé après le licenciement. Il trouva quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, un dossier caché dans les emails archivés. Il l'ouvrit. Il y avait des messages que Clara avait envoyés après avoir été licenciée, messages qu'il n'avait jamais lus parce qu'ils avaient atterri dans le courrier indésirable. Le premier était daté d'1 semaine après le licenciement. « Cher Monsieur Fournier, je vous prie de reconsidérer votre décision. Je suis disposée à travailler même avec des horaires réduits. J'ai besoin de ce travail. Je suis seule et j'attends un enfant. Je vous en prie. » Antoine sentit un frisson parcourir son dos. Elle avait imploré et il n'avait même pas lu le message. Il y avait un deuxième message 2 semaines plus tard. « Monsieur Fournier, je me permets de vous écrire à nouveau. J'ai cherché du travail partout, mais personne n'embauche une femme enceinte. Je suis sur le point de perdre mon appartement. Si vous pouviez au moins me donner une référence, n'importe quoi qui m'aide à trouver un autre emploi, je vous en prie. » Et un troisième, 1 mois plus tard. Je retourne en Allemagne, je n'ai pas d'autre choix. J'espère qu'un jour vous pourrez comprendre ce que signifie se retrouver sans rien et sans personne. Cordialement, Clara Hoffmann. Antoine ferma l'ordinateur, les mains tremblantes. Ces mots, j'espère qu'un jour vous pourrez comprendre, résonnaient dans sa tête comme une malédiction et peut être les tests, car maintenant il comprenait enfin. Il se leva et marcha vers la grande baie vitrée qui donnait sur Paris. La ville brillait de 1000 feux. Chacune de ces lumières était une vie, une histoire, et il en avait brisé une sans même s'en apercevoir. Le téléphone sonna, c'était un numéro inconnu. Il hésita, puis répondit « Monsieur Fournier ». C'était une voix féminine, âgée, oui, qui est à l'appareil. « Je suis Hélène Moreau, la grand-mère de Camille. Antoine se raidit. Madame, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. J'ai seulement quelque chose à vous dire et ensuite nous ne nous reverrons plus jamais. Je vous écoute. » Ma fille Clara était une brave fille, elle travaillait dur, elle était honnête, elle avait des rêves. Quand elle est tombée enceinte, elle était effrayée, mais aussi heureuse. Elle voulait construire une vie ici, à Paris, pour son enfant. Antoine sentit un nœud à la gorge. « Vous l'avez licenciée au moment le plus difficile de sa vie ?» continua Hélène d'une voix ferme. Elle a dû retourner en Allemagne. Elle a élevé Camille seule, faisant des travaux difficiles même quand elle n'allait pas bien. Quand elle est tombée malade, elle n'avait pas d'argent pour des soins adéquats. Elle est revenue ici seulement pour mourir près de moi. « Je suis désolée, » murmura Antoine. « Je suis tellement désolée. Votre désolation ne sert à rien maintenant, mais je veux que vous sachiez une chose. Camille est forte comme l'était sa mère. Elle a de la dignité, du courage, un bon cœur. Tout ce que vous n'avez pas eu quand vous avez pris cette décision il y a 8 ans. Vous avez raison, vous avez complètement raison. Je ne vous appelle pas pour vous faire sentir plus mal, dit Hélène avec un soupir. Je vous appelle parce que Camille, malgré tout, est plus généreuse que vous ne le méritez. Elle m'a fait promettre de vous dire quelque chose. Quoi ? Qu'elle vous pardonne. Non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'elle ne veut pas porter de rancune dans son cœur. Elle est jeune et la vie devant elle doit être pleine d'espoir, pas de colère. Antoine sentit les larmes couler sur son visage. « Je ne mérite pas ce pardon. » Non, vous ne le méritez pas, mais Camille a choisi de le donner quand même. C'est le genre de personne qu'elle est. Ce que vous faites de ce cadeau, c'est à vous de décider.
Que puis-je faire? Comment puis-je l'aider? Je ne sais pas, Monsieur Fournier, mais si vous voulez vraiment aider, trouvez le moyen de le faire avec respect et dignité, pas avec de l'argent jeté comme une aumône, avec une véritable humanité. La ligue ne s'écoute pas. Antoine resta avec le téléphone à la main, les larmes qui continuaient de couler. Camille l'avait pardonné, cette petite fille extraordinaire qui avait toutes les raisons de le haïr, avait choisi le pardon et maintenant c'était à lui d'être à la hauteur de ce cadeau. 3 jours passèrent, 3 jours pendant lesquels Antoine ne dormit presque pas. Il pensait, planifiait, réfléchissait à la façon de faire la bonne chose. Il ne voulait pas répéter les mêmes erreurs. Il ne voulait pas humilier Camille à nouveau avec des offres inappropriées. Le jeudi matin, il prit une décision, appela son avocat, son comptable et plusieurs autres personnes. Il travailla toute la journée à signer des documents, à organiser des détails. Quand il eut fini, c'était le soir, mais pour la première fois depuis des jours, il sentait qu'il avait fait quelque chose de juste. Le samedi matin, Antoine se réveilla tôt, s'habilla simplement, jeans et une chemise, pas de costume coûteux. Il prit une enveloppe sur son bureau et sortit de chez lui. Il se dirigea vers le quartier. Cette fois, il ne s'arrêta pas pour observer de loin. Il monta directement les escaliers de l'immeuble ocre jusqu'au 3e étage et frappa à la porte. Ce fut la grand-mère Hélène qui ouvrit. Elle le regarda sans surprise, comme si elle l'attendait. « Monsieur Fournier, Madame Moreau, puis-je entrer ? J'ai quelque chose d'important à dire à Camille. » Hélène l'étudia longuement, puis s'écarta. L'appartement était petit mais propre et accueillant, meubles anciens mais bien entretenus, photos de famille au mur, un parfum de café dans l'air. Camille était assise à la table de la cuisine en train de faire ses devoirs. Quand elle vit Antoine, son visage devint sérieux. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix méfiante. Antoine s'approcha de la table, mais resta debout. « Je veux te remercier. Ta grand-mère m'a dit que tu m'as pardonné. Je ne méritais pas un si grand cadeau. » Camille ne dit rien, elle le regardait seulement avec ses yeux sombres et profonds. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je pourrais t'aider de manière juste. Je ne veux pas t'offenser, je ne veux pas acheter ma conscience, je veux juste faire quelque chose que ta mère aurait voulu pour toi. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit quelques documents. J'ai créé une fondation éducative intitulée Fondation Clara Hoffmann. Elle est destinée aux jeunes qui ont perdu leurs parents et ont besoin de soutien pour étudier. Tu seras la première bénéficiaire. Il posa les documents sur la table. Cette fondation paiera tes études, du collège à l'université, et aussi celles d'autres enfants comme toi. Chaque année, 5 jeunes recevront des bourses d'études au nom de ta mère. Camille regarda les documents, puis il regarda lui. Pourquoi faites-vous ça? Parce que ta mère méritait mieux, parce que tu mérites mieux. Et parce que son nom doit être rappelé pour quelque chose de beau, pas seulement pour la souffrance qu'elle a traversée. Il sortit un 2e document. Et ceci est un contrat pour les soins médicaux de ta grand-mère. J'ai parlé avec les meilleurs médecins de Paris. Ils suivront sa santé gratuitement aussi longtemps que nécessaire. La voix d'Hélène trembla derrière lui. « Monsieur Fournier, ce n'est pas de la charité, dit Antoine en se tournant vers elle. C'est de la justice. » C'est ce que j'aurais dû faire il y a 8 ans. C'est trop peu, je sais, mais c'est un début. Il se tourna à nouveau vers Camille. Il y a une dernière chose. Les 200 000 € que je t'ai promis au restaurant, je les ai mis sur un compte à ton nom. Tu ne pourras pas y toucher avant tes 18 ans, mais ils seront à toi. C'était une promesse et les promesses doivent être tenues. Camille se leva lentement de sa chaise. Elle regarda Antoine avec des yeux brillants. « Vous avez détruit la vie de ma mère, dit-elle d'une voix tremblante, et maintenant vous essayez de reconstruire la mienne. J'essaie juste de faire ce qui est juste. Peut-être que ça n'effacera pas ce que j'ai fait, mais peut-être que ça peut faire la différence pour ton avenir. » Pour la première fois, Camille sourit. Un petit sourire triste mais sincère. Ma mère disait toujours qu'il n'est jamais trop tard pour choisir d'être une meilleure personne. Antoine sentit son cœur se serrer. Ta mère était sage. Oui, dit Camille doucement, elle l'était. Et dans ce petit appartement, dans ce moment de silence, quelque chose changea. Ce n'était pas un pardon complet, ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un pas vers la guérison. C'était un nouveau départ. 6 mois plus tard, le restaurant Le Grand Siècle était bondé comme toujours ce samedi après-midi. Les mêmes nappes blanches, les mêmes verres en cristal, le même parfum de plats raffinés. Mais cette fois, quand la porte s'ouvrit, quelque chose de différent entra. Camille entra, mais pas avec son panier de chocolat. Elle portait un nouveau manteau, bleu marine, et tenait une pochette sous le bras. Ses cheveux étaient toujours tressés, mais il y avait quelque chose de différent dans sa façon de marcher, plus assurée, plus sereine. Monsieur Dubois, le gérant, lui sourit dès qu'il la vit. « Camille, quel plaisir de te voir. Comment vas-tu ?»« Très bien, monsieur Dubois, je suis venue apporter ceci. » Elle lui tendit une enveloppe, il l'ouvrit et lut. C'était une invitation. Inauguration de la Fondation Clara Hoffmann, un avenir pour ceux qui ont perdu leur passé.
Ce sera jeudi prochain, dit Camille avec fierté. C'est la fondation que M. Fournier a créée. Elle aidera de nombreux enfants comme moi. M. Dubois sourit, les yeux brillants. Ta mère serait si fière de toi. Je l'espère. À ce moment-là, Antoine entra dans le restaurant. Quand il vit Camille, il s'arrêta un instant, puis s'approcha. Camille, tu distribues les invitations? Oui, je veux que tous ceux qui étaient ici ce jour-là viennent. Je veux qu'il voit ce qui peut naître même des choses laides. Antoine hocha la tête. Au cours des 6 derniers mois, il avait beaucoup changé. Non seulement il avait créé la fondation, mais il avait également modifié les politiques de son entreprise. Il offrait désormais un soutien aux employés en difficulté, des congés de maternité plus généreux, de la flexibilité pour ceux qui avaient des problèmes familiaux. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait changer l'avenir. « Comment va ta grand-mère » demanda-t-il. « Beaucoup mieux. Les médecins disent que les nouveaux traitements fonctionnent. Elle a plus d'énergie maintenant. » Je suis heureux de l'entendre. Il y eut un moment de silence. Puis Camille dit quelque chose qu'Antoine n'attendait pas. « Merci. » Il la regarda surpris. « Tu me remercies ?» Oui, pas pour ce que vous avez fait il y a 8 ans, mais pour ce que vous avez choisi de faire après. Tout le monde n'a pas le courage de changer. Antoine sentit un nœud à la gorge. « C'est toi qui m'as appris le sens de la dignité, Camille, et du pardon. » Camille sourit. « Ma mère disait toujours que les gens peuvent se tromper, mais qu'ils peuvent aussi apprendre. Elle croyait en la deuxième chance. C'était une femme sage, elle l'était. » Camille regarda l'horloge. « Je dois y aller. J'ai un cours de piano dans 1 heure, une autre chose que je n'aurais jamais pu me permettre avant. Vas-y, vas-y. » On se voit jeudi à l'inauguration. Camille s'avança vers la sortie, puis s'arrêta et se tourna une dernière fois. « Monsieur Fournier, oui? J'espère qu'un jour vous pourrez vous pardonner aussi. Nous méritons tous la paix. » Vous aussi. Et elle sortit, laissant Antoine avec ces mots qui résonnaient dans son cœur. Le gérant, M. Dubois, s'approcha d'Antoine. « C'est une enfant spéciale. » Elle l'est, dit Antoine en regardant la porte par laquelle Camille était sortie, et elle m'a appris plus que je ne pourrais jamais lui apprendre. Cette nuit-là, quand Antoine rentra chez lui, il regarda Paris par la fenêtre de son appartement. La ville brillait comme toujours, mais maintenant il la voyait différemment. Chaque lumière était une histoire. Chaque histoire méritait le respect. Chaque personne méritait la dignité. Et lui, Antoine Fournier, avait enfin appris que le vrai succès ne se mesurait pas en argent ou en pouvoir. Il se mesurait au nombre de vies que l'on peut toucher positivement, au bien que l'on peut faire, à l'humanité que l'on peut montrer. Camille lui avait enseigné tout cela, une petite fille de 11 ans avec un panier de chocolat et un cœur plus grand que le monde.